Le téléphone sonna dans l'appartement parisien d'Émilie, brisant le silence paisible d'une soirée ordinaire. C'était sa mère, après 10 ans de silence glacial, qui appelait pour demander sa signature sur un document légal concernant l'héritage familial. Mais au lieu d'une réconciliation, cette requête révéla que ses parents, mourants, avaient tout légué à sa sœur jumelle Sophie, la préférée, et n'avaient besoin d'Émilie que pour valider le testament, la forçant à revivre le rejet qu'il avait brisé. Émilie raccrocha, les mains tremblantes, le cœur battant comme si le passé venait de la frapper en pleine poitrine. Elle se laissa tomber sur le canapé, les yeux fixés sur le mur blanc de son salon, où une photo d'elle et Camille, sa compagne depuis 5 ans, trônait fièrement. Comment osait-il, après l'avoir chassée de la maison familiale à l'âge de 20 ans, simplement parce qu'elle avait osé avouer son amour pour une femme? Sophie, sa jumelle identique en apparence mais si différente en destin, avait toujours été la fille parfaite aux yeux de leurs parents, hétérosexuels, mariés, avec des enfants en route. Émilie, elle, avait été reléguée au rôle de la paria, celle qui souillait l'honneur familial avec ses choix contre nature. Camille rentra à ce moment-là, portant un sac de courses rempli de légumes frais du marché de la rue Mouffetard. Elle vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe ? » Ma chérie, demanda-t-elle en posant les sacs et en s'approchant d'Émilie. Celle-ci leva les yeux, les larmes au bord des paupières. Ma mère. Elle a appelé. Ils ont besoin de ma signature pour le testament. Tout va à Sophie. Bien sûr. Mais sans moi. Rien n'est valide parce que nous sommes jumelles et que la maison est à nos deux noms. Camille s'assit à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Émilie secoua la tête, perdue dans un tourbillon d'émotions. Signer signifierait accepter leur rejet une fois de plus, comme si elle n'existait que pour servir leurs intérêts. Refuser, c'était risquer de tout perdre, y compris peut-être sa relation avec Sophie, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Le lendemain matin, Émilie se réveilla avec une migraine lancinante. Elle travaillait comme graphiste freelance dans un petit studio du Marais, un quartier qu'elle adorait pour sa vibrante communauté LGBT. Mais aujourd'hui, même les rues animées de Paris ne parvenaient pas à apaiser son esprit tourmenté. Elle repensait à son enfance en banlieue, à Versailles, où la famille Moreau vivait dans une maison bourgeoise aux volets bleus. Les parents, un père ingénieur et une mère professeure, avaient élevé leur fille avec une discipline stricte, imprégnée de valeurs catholiques traditionnelles. Sophie excellait en tout, note parfaite, amie populaire, petite amie idéale. Émilie, elle, se sentait différente dès l'adolescence. Ses sentiments pour sa meilleure amie au lycée l'avaient terrifiée, puis libérée quand elle avait compris qui elle était vraiment. À 18 ans, lors d'un dîner familial, Émilie avait tout avoué. « Je suis lesbienne » avait-elle dit. La voix tremblante mais déterminée. Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père avait posé sa fourchette, le visage rouge de colère. C'est une phase. Une bêtise. Tu vas te reprendre. Sa mère avait pleuré, invoquant Dieu et la honte. Sophie, assise en face, n'avait rien dit, se contentant de baisser les yeux. 2 semaines plus tard, Émilie était partie,
Avec une valise et un cœur en miettes? Direction Paris. Ses parents avaient coupé les ponts, ne lui envoyant plus que des cartes d'anniversaire froides, sans un mot personnel. Maintenant, 10 ans plus tard, ce coup de fil ravivait tout. Émilie décida d'appeler Sophie. Elle n'avait échangé que des messages sporadiques ces dernières années. Des banalités sur la météo ou les fêtes. Allô? Sophie. C'est Émilie. La voix de sa sœur, identique à la sienne, résonna avec une surprise feinte. Émilie. Maman m'a dit qu'elle t'avait appelé. C'est compliqué. Émilie serra le téléphone. Compliqué? Il me demande de signer pour que tu aies tout. Après m'avoir traitée comme une étrangère. Sophie soupira. Ce n'est pas si simple. Papa est en phase terminale. Un cancer. Maman ne tient plus. Ils veulent régler les affaires avant. Émilie sentit une pointe de culpabilité. Mais la colère l'emporta. Et moi? J'existe seulement quand ils ont besoin de moi? Les jours suivants furent un tourbillon. Camille encourageait Émilie à réfléchir. À ne pas se laisser submerger par la rage. Peut-être que c'est une occasion de guérir, suggérait-elle lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Émilie n'était pas convaincue. Elle repensait à ses années de lutte, les jobs précaires, la thérapie pour surmonter le rejet, la construction d'une vie nouvelle avec Camille, une avocate spécialisée en droit LGBT. Leur relation était solide, basée sur une confiance mutuelle forgée dans l'adversité. Camille avait elle-même connu le rejet de sa famille provinciale, mais avait choisi de couper les ponts définitivement. Pourtant, Émilie hésitait. Refuser la signature signifierait un procès potentiel, des frais légaux qu'elle ne pouvait pas se permettre. Signer, c'était trahir sa propre dignité. Elle décida de se rendre à Versailles pour une confrontation. Le train la mena vers la banlieue, chaque station ravivant des souvenirs douloureux. À l'arrivée, la maison n'avait pas changé, volets bleus, jardin impeccable. Sa mère ouvrit la porte. Vieillie. Les yeux cernés. Émilie, murmura-t-elle, sans étreinte. Le père était alité. Faible. Branché à des machines. Sophie était là. Avec son mari et leurs 2 enfants. Une image parfaite de la famille idéale. La discussion commença poliment. Autour d'un thé. Mais vite. Les tensions émergèrent. Pourquoi tout à Sophie? Demanda Émilie. Son père. D'une voix rauque. Répondit, parce qu'elle a suivi le bon chemin. Toi. Tu as choisi. Ça. Émilie sentit la bile monter. Choisir d'être moi-même? C'est un crime? Sophie intervint, Émilie. S'il te plaît. Ils regrettent? À leur façon. Mais Émilie vit le mensonge dans ses yeux. Sophie n'avait jamais défendu sa sœur, profitant du favoritisme sans remords. La soirée se transforma en dispute. Émilie accusa ses parents de bigoterie, de les avoir divisés. Sa mère pleura, nous t'aimions. Mais tu nous as forcés à choisir. Émilie rit amèrement. Choisir? L'amour n'est pas conditionnel. Elle quitta la maison en claquant la porte, le cœur en feu, se jurant de ne pas signer. Mais sur le chemin du retour, un appel de Sophie changea tout, Émilie.
Il y a quelque chose que tu dois savoir. Ce n'est pas seulement pour l'héritage. Papa a des dettes? Et sans ta signature? Tout s'effondre. De retour à Paris, Émilie raconta tout à Camille, qui l'écouta patiemment. Un verre de vin à la main. Des dettes? Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Camille, fronçant les sourcils. Émilie haussa les épaules. Épuisée. Apparemment, papa a investi dans des affaires foireuses. La maison est hypothéquée. Sans ma signature pour la vente, ils perdent tout. Camille posa son verre. Et Sophie? Elle le savait? Émilie hocha la tête. Oui. Et elle ne m'a rien dit avant. Comme toujours. Elle protège l'image familiale. Cette révélation ajoutait une couche de trahison. Sophie, la jumelle qu'Émilie avait idolâtrée enfant, semblait maintenant une étrangère, prête à manipuler pour sauvegarder son confort. Les nuits suivantes furent agitées. Émilie tournait et virait dans le lit. Hantée par des rêves de leur enfance, des jeux dans le jardin, des secrets partagés sous les couvertures. Comment en était-elle arrivée là? La société française, malgré ses avancées sur les droits LGBT, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les familles bourgeoises comme la leur. Émilie avait vu des amis traverser des rejets similaires, mais le sien, venant de sa propre jumelle, était le plus douloureux. Sophie avait assisté à son expulsion sans un mot, puis avait continué sa vie comme si de rien n'était. Camille, sentant la détresse d'Émilie, organisa une sortie pour la distraire, un dîner dans un bistrot du quartier latin. Autour d'une assiette de escargots et de vin rouge, elles parlèrent de leur propre relation. Tu sais, quand je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais celle qui me comprendrait, dit Camille. Ses yeux bleus brillants sous les lumières tamisées. Émilie sourit faiblement. Et toi? Tu m'as donné la force de ne plus me cacher. Leur amour était né lors d'une manifestation pour le mariage pour tous. En 2013. Émilie, alors étudiante en art, avait croisé Camille, avocate militante. Ce fut le coup de foudre. Un havre de paix dans le chaos. Mais le passé ressurgissait. Émilie reçut un email de Sophie, détaillant les dettes, plus de 200 000 €, accumulées par des investissements ratés de leur père. Si tu ne signes pas, la banque saisira la maison. Maman finira à la rue, écrivait Sophie. Émilie sentit un pincement de pitié, mais aussi de rage. Pourquoi devrait-elle sauver ceux qui l'avaient abandonnée? Elle répondit sèchement, et moi? Quand j'ai eu besoin de vous? Où étiez-vous? Sophie répliqua, c'était différent. Tu as choisi ton chemin. Ces mots ravivèrent la blessure. Choisir? L'orientation sexuelle n'était pas un choix, mais une vérité innée. Émilie décida de consulter un avocat, un collègue de Camille. Dans un bureau moderne du centre de Paris, Laurent examina les documents envoyés par Sophie. Légalement, en tant que copropriétaire, votre signature est requise pour toute transaction sur la maison, expliqua-t-il. Mais vous pourriez négocier, exiger une part, ou des excuses formelles. Émilie hésita. L'argent ne l'intéressait pas, c'était la reconnaissance qu'elle cherchait. Et si je refuse? Ça pourrait aller au tribunal. Traîner des années. L'idée d'un procès familial l'horrifiait. Mais signer sans rien signifierait capituler.
Entre-temps, la santé de son père empirait. Sophie appelait quotidiennement, sa voix de plus en plus désespérée. Il ne lui reste que des semaines, implorait-elle. Émilie, déchirée, accepta une nouvelle visite. Cette fois, elle emmena Camille, comme un bouclier. À Versailles, l'atmosphère était lourde. Le père, pâle et amaigri, la regarda avec des yeux hantés. Émilie. Je suis désolé, murmura-t-il. Était-ce sincère? Sa mère, assise à côté, hocha la tête. Nous avons eu tort. La société change. Mais nous étions figés. Sophie, en retrait, observait, tendue. La conversation vira au drame. Émilie exprima sa douleur, vous m'avez chassée comme une criminelle. Sophie. Tu n'as rien dit. Sophie explosa, et toi? Tu as tout brisé avec ton annonce. J'ai dû porter le fardeau seul. Camille intervint calmement, le fardeau? D'être aimé? Les accusations fusèrent, trahison? Égoïsme? Hypocrisie. Émilie apprit que Sophie avait elle-même des doutes sur son mariage, se sentant piégée dans le rôle parfait. J'enviais ta liberté, avoua Sophie. Les larmes coulant. Cette confession fissura la muraille entre elles. Pourtant, le doute persistait. Était-ce une manipulation pour obtenir la signature? Émilie rentra à Paris, confuse. Camille la serra dans ses bras, prends ton temps. C'est ta décision. Les jours suivants, Émilie réfléchit profondément. Signer signifierait peut-être une paix fragile. Mais à quel prix? Refuser. C'était affirmer sa valeur, risquant la rupture définitive. Elle opta pour une confrontation finale, invitant Sophie à Paris. Sophie arriva, nerveuse, dans leur appartement. Assises autour de la table, elles parlèrent comme jamais. Sophie admit son silence passé, j'avais peur de perdre leur amour. Émilie répondit, et moi? J'ai perdu le mien. Elles pleurèrent, se rappelant leur lien gémellaire. Sophie révéla un secret, elle avait soutenu des associations LGBT en secret. Honteuse de son inaction. Émilie, touchée, sentit un début de pardon. Mais la décision pesait encore. La tension montait à mesure que la date limite pour la signature approchait. La banque menaçait de saisie. Et le père d'Émilie était hospitalisé à l'hôpital Cochin. Son état critique. Émilie recevait des appels constants de sa mère, suppliante, et de Sophie, qui alternait entre excuses et reproches. Tu ne peux pas nous laisser comme ça, disait Sophie. Émilie, usée, se confiait à Camille lors d'une balade le long de la Seine. Je me sens piégée. Si je signe, je trahis mes principes. Si je refuse, je suis la méchante. Camille, toujours rationnelle, répondit, pense à ce que tu veux vraiment. La vengeance ou la closure? Émilie décida d'explorer ses sentiments plus profondément. Elle reprit la thérapie. Chez une psychologue spécialisée en traumas familiaux. Dans le cabinet cosy du 6e arrondissement, elle déversa tout, le rejet, la jalousie envers Sophie, la peur de l'abandon. J'ai construit ma vie sans eux. Mais ce lien sanguin me hante, avoua-t-elle.
La thérapeute posa des questions incisives. Que attendez-vous d'eux? Des excuses? De l'argent? Ou simplement la reconnaissance? Émilie réalisa que c'était la dernière, être vue comme égale. Pas comme une anomalie. Entre-temps, la société autour d'elle rappelait les enjeux plus larges. À Paris, les manifestations pour les droits LGBT étaient courantes, et Émilie participait souvent avec Camille. Une amie, lors d'un café, partagea son histoire similaire, rejetée par sa famille. Elle avait coupé les ponts et trouvé la paix. Parfois, le pardon est pour soi. Pas pour eux, dit-elle. Cela résonna en Émilie. Mais Sophie compliquait tout. Leur récente conversation avait rouvert une porte, révélant que Sophie luttait elle aussi, son mariage battait de l'aile. Son mari distant. Ses enfants exigeants. J'ai tout sacrifié pour plaire aux parents, avait confié Sophie. Une nuit, Émilie fit un cauchemar, elle signait le document. Et sa famille disparaissait dans un abîme, la laissant seule. Réveillée en sueur, elle appela Sophie à l'aube. Dis-moi la vérité, regrettes-tu vraiment? Sophie, la voix brisée, répondit, oui. J'aurais dû te défendre. J'étais lâche. Cette honnêteté toucha Émilie. Elles décidèrent de se voir à mi-chemin, dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Là, Sophie apporta des photos d'enfance. Des lettres non envoyées. J'ai toujours pensé à toi, dit-elle. Émilie, émue, partagea ses propres souvenirs. Pour la première fois, elles parlèrent ouvertement de leurs divergences, l'homosexualité d'Émilie versus la conformité de Sophie. Mais un twist surgit. Sophie avoua, papa n'a pas seulement des dettes. Il a fraudé. Des malversations au travail. Si ça sort, c'est la prison pour lui. Même mourant. Émilie fut choquée. Et tu me le dis maintenant? Sophie baissa la tête, je protégeais la famille. Cette révélation transforma tout. Signer n'était plus juste une question d'héritage, mais de couvrir un crime. Émilie se sentit manipulée. Trahie à nouveau. Elle quitta le café en rage, bloquant le numéro de Sophie. Camille, apprenant cela, fut furieuse. C'est immoral. Tu ne peux pas signer ça. Émilie, déchirée, pesa les options. Dénoncer son père? Cela détruirait sa mère et Sophie. Ignorer? C'était complice. Elle consulta M. Laurent à nouveau. Légalement, si vous signez sachant la fraude, vous risquez des poursuites. Cela ajoutait une couche éthique, loyauté familiale versus justice. Émilie, en pleine crise morale, se promena seule dans les rues de Montmartre, réfléchissant à ses valeurs. Elle avait lutté contre les préjugés, défendu l'honnêteté dans sa vie. Trahir cela pour une famille qui l'avait rejetée? Les jours suivants furent intenses. Son père appela de l'hôpital. Faible, Émilie. Pardonne-moi. J'ai eu tort sur tout. Étaient-ce des mots sincères ou désespérés? Sa mère pleura au téléphone, s'il te plaît. Pour nous. Sophie envoya un message, je sais que c'est dur. Mais pense à nos neveux. Émilie sentit la pression sociale, en France. La famille était sacrée. Même dysfonctionnelle. Mais sa communauté LGBT la soutenait, ne te sacrifie pas, disaient ses amis. Finalement,
Émilie opta pour une confrontation à l'hôpital. Toute la famille était là, père alité, mère épuisée, Sophie anxieuse. Émilie posa le document sur la table. Je sais pour la fraude, dit-elle calmement. Le silence tomba. Son père ferma les yeux. C'était une erreur, murmura-t-il. Émilie le regarda, comme me rejeter. Sophie intervint, aide-nous. S'il te plaît. Émilie. Le cœur battant, déchira le papier. Non. Je ne couvrirai pas ça. Trouvez une autre façon. La réaction fut explosive. Sa mère hurla, tu nous condamnes. Sophie pleura, égoïste. Émilie, tremblante, quitta la chambre, sentant un mélange de libération et de perte. Dehors, Camille l'attendait dans la voiture. Tu as fait le bon choix, dit-elle. Mais Émilie doutait, avait-elle détruit ce qui restait de sa famille? Les conséquences de son refus se firent sentir immédiatement. La banque initia la procédure de saisie. Et la maison familiale fut mise en vente forcée. Sophie, furieuse, coupa les ponts, accusant Émilie de cruauté. Tu as tué papa, écrivit-elle dans un message venimeux. Le père, affaibli, succomba 2 semaines plus tard, sans réconciliation. À l'enterrement, à Versailles, Émilie se tint à l'écart, sous la pluie fine, observant de loin. Sa mère l'ignora. Sophie la fusilla du regard. Camille, à ses côtés, serra sa main, tu n'es pas seule. Émilie rentra à Paris, hantée par le deuil et la culpabilité. Avait-elle été trop dure? La société jugeait sévèrement ceux qui tournaient le dos à la famille. Même toxique. Ses amis LGBT la félicitaient pour sa force. Mais en privé, elle pleurait. J'ai perdu ma sœur pour toujours, confia-t-elle à Camille. Celle-ci, compréhensive, organisa un week-end à la campagne, en Normandie, pour l'aider à respirer. Là, au bord de la mer, Émilie réfléchit à ses choix. Refuser avait été une affirmation de soi. Mais le prix était élevé, isolation, regret. Sophie, de son côté, affrontait ses propres démons. Avec la perte de la maison, elle et sa famille durent déménager dans un appartement modeste. Son mariage, déjà fragile, craqua, son mari la quitta, la laissant avec les enfants. Seule, elle repensa à Émilie. Peut-être qu'elle avait raison, se dit-elle. Elle contacta une thérapeute, explorant ses propres préjugés internalisés. Avait-elle envié la liberté d'Émilie? Son silence passé était-il de la jalousie déguisée? Émilie, ignorant cela, se concentra sur sa vie. Son travail de graphiste décolla, avec un contrat pour une campagne LGBT. Camille et elle parlèrent d'avenir, mariage, peut-être des enfants via adoption. Mais le passé rôdait. Un jour, une lettre arriva, de sa mère, maintenant en maison de retraite. Je regrette tout. Viens me voir. Émilie hésita. Déchirée. Aller signifierait rouvrir la blessure, ignorer. Perpétuer la haine. Elle choisit d'y aller. Seule. À la résidence. Sa mère. Frêle.
l'accueillit avec des larmes. Ton père était têtu? Comme moi. Nous avions tort sur ton orientation. Émilie écouta. Stoïque. Pourquoi maintenant? Parce que sans toi, il ne reste rien. Elles parlèrent des heures, de l'enfance, des erreurs. Sa mère avoua, Sophie souffre aussi. Elle t'en veut. Mais elle t'aime. Émilie rentra. Émue. Mais prudente. Puis. Un appel inattendu, Sophie. Maman m'a dit que tu étais venue. Peut-on parler? Elles se rencontrèrent dans un parc. Neutre. Sophie. Amaigrie. S'excusa, j'ai été égoïste. J'ai projeté ma peur sur toi. Émilie. Surprise. Répondit, et moi? J'ai été rancunière. Elles pleurèrent, se serrant dans les bras pour la première fois en années. Sophie révéla ses doutes, mon mariage était une façade. Peut-être que je suis comme toi. Plus que je ne l'admets. Émilie fut choquée, une possible bisexualité refoulée? Cette confession changea tout. Elles décidèrent de reconstruire? Lentement. Émilie invita Sophie chez elle. Avec Camille. Le dîner fut tendu au début. Mais les rires émergèrent. Rappelant l'enfance. Sophie admira leur relation, vous êtes heureuse? Vraiment. Émilie hocha la tête, oui. Malgré tout. Mais les défis persistaient. La société, avec ses normes, pesait. Des amis de Sophie murmuraient sur Émilie, la mère luttait avec ses croyances. Émilie, en thérapie, travaillait sur le pardon. C'est un processus, disait sa psy. Camille soutenait, tu es forte. Un an plus tard, les liens se resserrèrent. Sophie divorça, explorant sa propre identité. Elle soutint Émilie lors d'une Pride. Un acte symbolique. La mère, lentement, accepta Camille. Émilie réalisa que le rejet avait forgé sa résilience. Mais la réconciliation apportait la paix. Pourtant, des cicatrices restaient. Lors d'un dîner familial reconstruit, une dispute éclata sur les valeurs. La tradition compte, dit la mère. Émilie répliqua, pas au prix de l'amour. Sophie médiatisa. Grandie par l'expérience. La vie d'Émilie reprit son cours. Enrichie par ces changements. Elle et Camille se marièrent dans une cérémonie intime à la mairie du Marais. Avec Sophie comme témoin. La mère, présente, pleura de joie. Un pas géant. Je suis fière de toi, murmura-t-elle. Sophie, libérée, commença une relation avec une femme, avouant ses sentiments refoulés. Tu m'as inspirée, dit-elle à Émilie. Les jumelles, enfin unies, partageaient des secrets comme avant. Mais le chemin fut semé d'embûches. La société française, malgré le progrès, gardait des préjugés. Au travail, Émilie affronta des remarques homophobes, Sophie, en coming out, perdit des amis. Elles se soutenaient mutuellement, transformant la douleur en force. Camille, pilier, aidait également des familles similaires. Réfléchissant à tout, Émilie écrivit un journal, le rejet m'a brisée, mais m'a reconstruite.
La signature n'était qu'un prétexte, c'était pour affronter nos vérités. Elle se demanda si le pardon valait le prix. Est-il juste de pardonner à ceux qui nous ont rejetés pour qui nous sommes ?